Bonjour et bienvenue dans les rencontres artistiques d'Omni. Aujourd'hui, je reçois Fabien Merel. Bonjour Fabien. Merci de me recevoir. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Fabien? Je suis dessinateur, sculpteur. Euh, je, Mon travail, c'est un travail assez réaliste et j'espère onirique. Donc, c'est comment euh, twister le réel, comment raconter les choses de manière les plus réalistes possible, tout en parlant de choses invraisemblables. C'est un peu ça mon travail. Invraisemblable, mais teinté de réalité. Alors, tu te représentes souvent dans tes dessins. Je constate qu'aujourd'hui, tu n'es pas en pyjama. Non, 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 non. Mon habit de travail. Mais Est-ce que pendant souvent longtemps, tu je te travaillais en représentes avec pyjama. un pyjama et qu'il y a une raison à cela? La raison première, c'est que quand j'ai commencé vraiment ma démarche artistique, c'était aux Beaux-Arts à Paris. Il n'y avait pas de place pour moi dans l'atelier et je me suis retrouvé dans mon salon euh, de mon petit appartement que je louais en pyjama. Et donc, je n'avais sous la main que ce piètre personnage que j'étais. Et j'ai décidé de le mettre en scène et de le mettre en scène tel qu'il était. Avec sa planche à repasser, son pyjama. C'était grosso modo, c'était ça. Et ensuite, il y a une volonté un petit peu plus forte euh, parce que donc ça fait quand même peut-être 13 ans que je me représente en pyjama. Au fur et à mesure, les choses ont évolué, puis l'appréciation que j'en ai eue a été différente. C'est à la fois le domaine du rêve, mais c'est aussi le cauchemar. Euh, il y a aussi les camps. Mes enfants et ma femme sont juives, donc je pense que ça a aussi joué. C'est-à-dire que c'est un, un costume que j'endosse euh, maintenant avec, disons, euh, plus de conscience, voilà, D'accord. et moins d'inconscience, comme c'était le cas auparavant. Alors, que penses-tu du concept d'objet média non identifié? Euh, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de bien des points de vue. Ce que je trouve intéressant, c'est que et déjà, il y a eu un précédent. Art hebdomédia, pour moi, avait déjà une approche qui était transversale, qui s'intéressait peut-être à des artistes que d'autres médias ne représentaient pas, et aussi d'une façon, je trouve, différente dans le sens où elle essayait de le rendre accessible un peu à tout le monde. On n'était pas dans une ligne éditoriale qui dirait euh, vous connaissez les artistes, vous connaissez l'art, et ce que je vais vous présenter des artistes évidemment que vous connaissez et qui sont sur le marché de manière massive et importante. C'est pas ça. Moi, ce que j'ai perçu, c'est que l'idée, c'était vraiment de faire un travail journalistique sur l'art, non pas un travail pour des initiés, mais de mettre à la portée des gens l'art. Et Omni, euh, c'est trouver une autre façon de le faire, je trouve. C'est un autre moyen d'aller plus loin dans cette démarche-là, en rendant accessible notamment des objets qui ne le seraient pas. J'ai fait une expo dans un musée au CCCOD à Tours il y a peu de temps et je me suis aperçu que la demande sur les monographies qu'il y avait dans la librairie du musée ou sur des petits carnets qu'on a édités était importante. Les gens, en fait, la majorité des gens ne peuvent pas s'acheter des œuvres, des œuvres parce que c'est des prix complètement fous, en fait, très vite. Même les plus petits prix pour les artistes sont des prix qui sont inaccessibles pour une majorité de gens. Et je pense que ça laisse de côté
toute une partie de gens qui s'intéressent vraiment à l'art et aux productions graphiques ou à la sculpture ou à la vidéo et ça, qui aimeraient en fait être partie prenante de ça. Et Omni, je trouve, leur offre cette opportunité-là de, ouais, d'être partie prenante d'une façon différente. Pas juste en lisant un texte, mais peut-être en allant un petit peu plus loin. C'est ça qui m'intéresse. Alors, tu participes au tout premier numéro d'Omni, Ouais. consacré au dessin. Et, euh, et pour toi, en fait, qu'est-ce que c'est que le dessin? Tu as C'est ma parlé. manière d'être au monde. C'est ma manière comment dire, c'est ma réponse à la réalité. C'est un moyen que j'ai de soit dire à quel point je trouve que les choses autour de moi sont magnifiques et que j'aimerais leur rendre hommage, ou un moyen de dire euh, à quel point les choses peuvent être compliquées aussi. Le dessin, c'est pour moi une façon de témoigner. Et mon travail, je le dis, j'ai pu le dire précédemment, c'est la chronique d'un homme lambda, quoi. C'est-à-dire, c'est euh, un moyen de façon très simple, un crayon, du papier ou de l'encre et de l'aquarelle. C'est un moyen très simple de venir témoigner sur ce que c'est que l'existence d'un homme lambda. C'est ça mon idée du dessin. Alors, connaissant ton travail, j'ai l'impression que tu dénonces souvent, grâce à tes dessins, à l'aide de tes dessins, les travers de la société, mais en utilisant tout un bestiaire imaginaire dans lequel on retrouve des traits humains. Et d'ailleurs, pour le premier cahier Omni que tu as réalisé, on retrouve un dindon avec toi, là, justement, en pyjama, dans le bec du dindon. On a l'impression de voir un remake de Jonas et la baleine. Donc, tu es Ouais. englouti par le dindon. Tu peux nous parler de ce dessin? En fait, c'est un hommage à une bande dessinée qui s'appelle Little Nemo. Il existe donc un autre personnage en pyjama et bien plus connu que le mien, qui est ce Little Nemo. Je l'ai découvert un peu tard et je pense que j'aurais aimé le découvrir petit. C'est les débuts de la bande dessinée. C'est début 20e, c'est des grandes pages et c'est toujours l'histoire d'un petit garçon. Donc la page à chaque fois de journal, c'est ce petit garçon qui fait un cauchemar et qui se réveille invariablement donc à la fin de la page en tombant de son lit ou réveillé par son grand-père ou par sa mère en lui disant t'as encore trop mangé hier soir, c'est pour ça que t'as fait un cauchemar. Et c'est d'un onirisme fou, c'est magnifique. Quand je me suis plongé dedans, je me suis rendu compte que euh, on était sur la même longueur d'onde, quoi. Que j'avais envie de faire ça à ma façon. Alors, mon travail est plus ancré dans le réel, mais peut-être moins à la recherche de mondes artificiels. Ma façon de procéder, c'est justement de décrire le monde. Lui, il décrit le monde des rêves. Moi, c'est le monde tel qu'il est que j'essaie de décrire. Mais dans une de ces planches, il y a un dindon gigantesque qui vient soulever sa maison avec lui, ses parents, ses grands-parents, tout le monde tombe de la maison et de mémoire, je crois, se retrouve dans une soupe aux asperges ou quelque chose comme ça. Le dindon est gigantesque et, c'est une planche qui est très marquante. Et à travers ça, moi, je trouve qu'il y a toute la mythologie dedans. Alors, tu parlais de Jonas. Euh, euh, pour moi, il y a aussi toute la mythologie grecque. Pourquoi j'utilise les animaux? Je les utilise comme des métaphores, mais aussi parce que je pense que j'ai été baigné depuis tout petit de cette mythologie-là. J'ai eu la chance petite de partir en Grèce pour des voyages de vacances. Et je suis revenu, mais totalement fasciné par ça. Des dieux qui se métamorphosent, et puis plus tard j'ai découvert les métamorphoses d'Ovide,
et j'en suis tombé follement amoureux. Donc mon travail, c'est un peu tout ça. C'est ce mélange, cette marmelade-là. Alors, il y a un autre parallèle que j'ai envie de faire, c'est avec les Fables de La Fontaine. Ah oui, et totalement. Ouais, ouais. Ben, à la maison, on n'avait pas beaucoup de livres qui étaient donc illustrés de manière somptueuse et tout. On avait des livres pour enfants, des choses comme ça, des bandes dessinées. Mais le seul livre un peu sérieux que j'avais, c'était donc les Fables de La Fontaine, illustrées par euh, un illustrateur illustre. Alors, il faut que je retrouve son nom. Euh, mais très proche de mon travail d'aujourd'hui. En fait, des gravures absolument magnifiques. Et j'étais obnubilé par ça. Et il y a beaucoup de ces personnages qui sont vêtus à la mode du 19e siècle. C'est magnifique. Bon, il se trouve que j'ai un trou de mémoire là, mais il est vraiment illustre. Euh, mais voilà, ça fait partie aussi, ce bestiaire-là fait partie aussi de mon imaginaire depuis toujours. Alors, tu travailles beaucoup à l'encre de Chine aussi, hein. Là, en l'occurrence, Ouais. c'est un dessin à l'encre de Chine. Les Et à détails l'aquarelle. sont incroyables. Ouais, ouais, c'est aquarelle et encre de Chine. Alors, c'est, c'est, euh, c'est une technique qui est vieille, vieille comme le monde. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me séduit assez. Il y a la précision que je recherche avec cette technique-là. C'est très lent. Mais je pense que ça me correspond bien. Il n'y a pas peut-être cette matérialité des choses que sont la peinture à l'huile ou l'acrylique ou la gouache. On est sur quelque chose de plus diffus qui permet de raconter les choses en fait euh, layer sur layer, c'est-à-dire couche sur couche, avec des transparences. Et on s'approche en fait d'une certaine réalité grâce à ça. Il y a on peut créer de la transparence. Bien sûr, on peut le faire avec l'huile, mais l'huile, c'est un rapport, disons tout de suite, peut-être un peu trop sérieux pour moi avec l'art. Ce que je fais, un enfant peut le faire. Enfin, il le fera pas avec le même réalisme, mais il le fera donc avec les mêmes outils. Prendre une feuille, c'est pas si compliqué que ça. La peinture à l'huile, tout de suite, on pense à la toile, on pense donc tous ces peintres qui l'ont utilisé auparavant. Et le dessin, il y a quelque chose un peu de transversal, quoi, qui est plus en lien avec une sorte d'intimité qu'on peut avoir avec ce médium-là. On se sent quand on regarde un dessin, on a le sentiment de savoir un petit peu plus que l'artiste avait envie de nous dire, peut-être en première intention. Même si on peut le faire aussi en peinture à l'huile. Enfin, tout ça n'est pas clivé. Mais c'est le sentiment que j'ai. Quand je vois un dessin, je me dis, et aussi bien le dessin de quelqu'un qui ne sait absolument pas dessiner, bah moi, ça me touche. Donc, je pense que je suis plus réceptif à ça. Alors, Omni est un média qui a pour but de transmettre la parole de l'artiste. Et Omni considère donc ta parole comme un patrimoine. Qu'en penses-tu? Ouais. Je pense qu'étant un chroniqueur, c'est comme ça que je me considère. Je pense que toutes les paroles sont patrimoniales. Alors, je sais bien que là, on est dans l'idée de, de l'histoire de l'art et de ce patrimoine-là, mais il se trouve que je m'intéresse beaucoup à l'histoire et notamment à une histoire enfin, qui a pris un essor de plus en plus grand, c'est l'histoire, non pas la chronique de tel ou tel roi ou tel prince, mais la chronique des gens dits du peuple. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Et je pense que peu importe donc ce qu'on archive de la vie des gens, je trouve que c'est nécessaire.
on comprend beaucoup de choses sur l'humanité en retrouvant ce que pouvait vivre telle ou telle personne auparavant. Je pense notamment à un exemple assez récent d'un menuisier qui écrivait derrière les lattes du parquet du château qu'il était en train de rénover. Ça se passait, je pense, à moitié du 19e siècle. Et il raconte l'histoire de son village, avec les secrets. Et c'est, pour moi, voilà, enfin, quand on parle de patrimoine, pour moi, c'est tout aussi important que euh, telle œuvre ou telle. Voilà, j'inscris mon travail vraiment peut-être dans une chronique un petit peu plus large que celle que pourrait être juste l'art en général. Mais juste dire, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un homme d'aujourd'hui? C'est ça qui me plaît. Merci beaucoup, Fabien. Bah, merci à vous.